Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team vous propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Elefantto U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. « 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec la question LGT, justement, Elefantto U20. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Donc, ce sera le sujet de l'actu, l'objet du débat tout à l'heure. Et pour le focus, on aura un invité, à savoir M. Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Voilà, on recevra donc sur le plateau de la Grande Team. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Koyo Intercommunal 1 pour ouvrir les news. Les combattants ont fait le show à l'esplanade du Palais des Sports. L'esplanade du Palais des Sports de Trècheville a abrité dimanche dernier le Koyo Intercommunal 1. Une discipline de combat qui s'inscrit dans la tradition du street fight, fusionnant à la fois des techniques de lutte, de boxe et de combat de rue. Pour cette première édition et dans une ambiance électrique, 16 combattants issus des différentes communes d'Abidjan se sont mesurés lors des 8 combats au menu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont enflammé l'esplanade du Palais des Sports de Trècheville à travers des confrontations d'un niveau acceptable. Chaque vainqueur a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA, tandis que les vaincus se sont consolés avec un montant de 60 000 francs CFA. Notre objectif est d'offrir à travers cette discipline de combat un meilleur cadre aux jeunes pour exprimer leur talent et leur détermination. Nous voulons légaliser le street fight dans l'espoir que le Koyo soit un sport national ivoirien à l'image de la lutte sénégalaise, le Mouzangoué dans d'autres pays, a commenté l'initiateur Momo Yapobi. Football à présent, Ligue des Nations Baby. Le Liban, grand vainqueur. La Ligue des Nations Baby 2025 a connu son dénouement dimanche dernier à l'issue de la finale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Liban au stade Biafra de Trècheville, devant un public nombreux et à qui, pourtant à sa cause, l'équipe ivoirienne n'a pu malheureusement faire la différence face à une sélection libanaise visiblement bien en place et très à l'aise lors de cette confrontation. Résultat des courses, 2-0 en faveur du Liban qui a maîtrisé cette rencontre. Victoire méritée sur l'ensemble du tournoi pour le vainqueur de l'édition 2025 de la Ligue des Nations Baby. À l'issue de la petite finale, la Guinée a eu raison du Niger sur le score de 2-1. L'initiateur Karim Cissé peut en tout cas se féliciter d'avoir gagné le pari de l'organisation, tant il est vrai que le public a toujours répondu favorablement à son appel. Le plus important, c'est la cohésion, le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a montré ce que c'est la fraternité. Un match a été vraiment bien. Et voilà, c'est le plus important, c'est le sportif qui a l'esprit à gagner aujourd'hui. Et c'était le plus important pour nous. Après, ça a été couronné par un succès, voilà, grâce à mes joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Et voilà, c'était une belle fête, Dieu merci, pas de blessés, tout s'est bien passé et voilà, c'est le plus important. Pour une première édition, nous sommes quand même assez satisfaits vu la mobilisation des communautés, des supporters. Donc franchement, aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits de ce qui s'est passé, surtout sur la finale. Cameroun. Elefantto U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? C'est la question LGT de ce soir. Vous pourrez participer, bien sûr, en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, vous avez la page Facebook de la 3. Les membres de la team sont présents. Ils sont déjà sur le plateau et on va commencer le débrief des news avec Martial Gourou. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Allez. Nous allons parler de Zambo Anguissa, le milieu de terrain de Naples, qui est international camerounais. Disons que les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Lions indomptables parce que le métronome, le playmaker, qui est Zambo Anguissa, est victime d'une lésion musculaire au mollet droit. Donc Zambo, le joueur clé, oui, de cette équipe du Cameroun, risque de ne pas répondre présent. Donc face à l'absence du Napolitain,
Donc il y a des noms qui sont cités comme Devra, comme Boris Eno, comme Ivan Neyou, Atu Avom et Williti Younsa pour remplacer cet excellent joueur. Et là, ça me rappelle un peu cette histoire des éléphants parce qu'on constate qu'avant la trêve du mois de mars, les éléphants aussi connaissent de nombreux blessés. Oui, un joueur comme Kosonou, Agbadou, le jeune Konaté Karim, et puis bien d'autres sont blessés. Donc les entraîneurs sont confrontés à des difficultés. Ils doivent être obligés de réorganiser leur équipe en fonction de ceux qui sont absents. Donc voilà un peu l'information qui concerne les Lions indomptables du Cameroun. Du Cameroun, voilà. Le Cameroun qui affrontera la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Oui, je crois. Dans la même poule. Oui, dans la même poule. Voilà. Pour la CAN au Maroc. D'accord. Ça, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Voilà. Oui, Roger Stéphane. Moi, je vais m'intéresser au départ de Mohamed Salah, qui se précise de plus en plus du côté de Liverpool. Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Son contrat prend fin logiquement avec Liverpool au mois de juin prochain. Maintenant, qui pour le remplacer dans l'équipe des Reds? Bon, il se trouve que Liverpool est en train de pister 2 joueurs en ce moment. D'abord, le joueur du Nigeria, Adebola Lookman, du côté de l'Atlanta, qui revient de blessure du côté de l'Italie, vice-champion d'Afrique, ballon d'or africain 2024, un superbe joueur qui serait peut-être capable d'aller remplacer Mohamed Salah. Ensuite, il y a Alexander Isaac, il est suédois, d'origine érythréenne. Il est en train de faire sensation en ce moment avec l'équipe de Newcastle. 30 matchs, 21 buts, 5 passes décisives. Lui aussi, il brille. Autrement, on se rend bien compte que Mohamed Salah a fait une très bonne promotion aux joueurs africains. Parce que si ça n'a pas Liverpool en train de pister 2 joueurs africains, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce départ de Mohamed Salah, alors il a 32 ans, c'est 30 buts, 21 passes décisives, en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Je l'ai dit, je le redis encore, c'est le grand favori actuellement du Ballon d'Or qui arrive. Maintenant, quel va être son choix? Est-ce qu'il va remplir? On ne sait pas encore, c'est des supputations. Est-ce qu'il va signer dans un autre top club européen? Ça, on ne sait pas. Ou alors il va prendre une destination exotique du type Arabie Saoudite pour aller encaisser de gros chèques. Ça, si c'est possible. Mais dans tous les cas, on suit tous de près la saison de Mohamed Salah. Il est stratosphérique en ce moment avec Liverpool. Hier, d'ailleurs, ils ont battu Newcastle 2-0 avec un Salah encore de très, très grands jours. Oui. Maintenant, on attend l'épisode de Salah. Mohamed Salah qui est bel et bien sur le départ. Une autre information, CAN féminine Maroc 2026. Le Sénégal sur la route des éléphantes. La sélection féminine ivoirienne A connaît son adversaire pour le second tour qualificatif de la CAN de sa catégorie prévue au Maroc en 2026. Les éléphantes seront opposées donc aux Lions du Sénégal selon le calendrier. Ce second tour des qualifications se déroulera du 20 au 28 octobre prochain. Voilà, donc les éléphantes affronteront donc le Sénégal. Et puis avec Henri Joël, oui. Oui, pour revenir sur l'information concernant Mohamed Salah, rebondir un peu sur Roger Stéphane, les interrogations de Roger Stéphane à la fin de son analyse. Est-ce qu'il partira? Oui, il partira, puisque les deux parties ne se sont pas entendues sur les demandes de l'Égyptien, qui a dit que voilà, il n'y avait pas de proposition venant de la part de Liverpool le concernant. Donc, à la fin de la saison, il sera un joueur libre et d'ailleurs libre de signer là où il veut. Et quand même, les noms, il a déjà évoqué les noms. Il s'agit d'Alexander Isaac et d'Ademola Lookman. Pour revenir à Alexander Isaac, je peux dire que ça peut être un peu compliqué. C'est vrai que le joueur bénéficie quand même d'une million, mais quand même, Newcastle ne demande pas moins de 180 millions d'euros. Est-ce que Liverpool, parce qu'on sait qu'en Angleterre, il y a beaucoup de clubs qui aiment beaucoup dépenser, mais Liverpool n'en fait pas partie. C'est l'un des clubs qui ne dépense pas beaucoup au niveau des transferts, qui ne met pas de grosses sommes. En ce qui concerne les transferts, ils sont dans une formule d'attirer les joueurs qui ne sont pas trop chers et leur permettre quand même de franchir des étapes. On se rappelle que Salah même est arrivé à Liverpool en n'étant pas un grand joueur, et c'est à Liverpool qu'il a fait ses armes. Donc, est-ce que Liverpool, dans cette configuration, acceptera de mettre sur la table les 180 millions demandés par les Magpies afin d'attirer Alexander Isaac? Maintenant, quand on regarde un peu le profil du joueur, je constate que ce n'est pas le même profil que Salah. Isaac, c'est plus un numéro 9 et Salah, c'est plus un ailier. Donc peut-être la piste qui est plus probable en ce qui concerne le remplacement de Salah, je viserais plutôt Ademola Lookman, comme Roger Stéphane l'a dit, qui n'est pas en odeur de sainteté avec son
son entraîneur après cette histoire de pénalty. Donc on attend de voir ce que ça va donner en ce qui concerne ces deux profils pour remplacer Salah. Elefantto U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Tib et nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires est considéré comme la pépinière du sport national. Il fait l'objet d'une attention particulière de la part du mouvement sportif. L'OASU continue-t-il de répondre aux exploits placés en lui? Que fait-on concrètement pour le rendre dynamique, pour répondre à toutes ces préoccupations? Nous recevons la personne la mieux indiquée, à savoir le directeur général, M. Adama Doumbia, nommé récemment à la tête de cette structure. Nous recevons donc sur le plateau de la Grande Team M. Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Et on vous laisse vous installer confortablement bien avant. Oups. Voilà, le focus de ce soir se fera donc avec M. Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Bonsoir, directeur. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, merci. D'accord, ravi de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Plaisir partagé. Vous êtes bien équipé, hein? J'ai vu que vous êtes même venu avec une tablette et tout. Juste pour aider à la mémoire. Très bien, en tout cas, nous on est ravis de vous avoir sur le plateau. Et puis, déjà, comment se porte l'OASU? L'OASU se porte bien. Le fait même que ces compétitions se déroulent de façon discontinue depuis la création de l'institution, ça montre que l'OASU se porte bien. L'OASU se porte bien parce que de plus en plus on a des élèves qui sont licenciés OASU. De plus en plus on a d'établissements et on a un peu plus de compétitions qui sont organisées par l'OASU. Certes, il y a, comme toute œuvre humaine, des points à améliorer. Cette vieille dame-là, qui date depuis le lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire 1962, qui a été créée en 1962 par décret, tient la route. Elle tient la route. Bon, justement, que deviennent les compétitions de l'OASU? Les compétitions de l'OASU sont un rendez-vous assez attendu par, on va dire, les élèves et les étudiants, les enseignants également. En un mot, attendu par toute la communauté scolaire et étudiantine. C'est un moment de brassage, un moment également de rencontre entre différents établissements du pays. C'est un cadre d'expression du talent, du potentiel des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire qui rivalisent chaque année à l'occasion de ces compétitions-là pour défendre avec acharnement les couleurs de leurs établissements respectifs. Et est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres en termes d'athlètes participants pour l'exercice de 2024-2025? 2024-2025, ce sont globalement 97 000 licenciés à ce jour. Ce sont à peu près 8 000 établissements qui participent à ces compétitions-là. Ce sont à peu près 64 000 élèves qui seront engagés pour les finales qui vont démarrer dès le samedi prochain, 1er mars 2025. Et donc, ce sont des indicateurs assez forts. Quand on les compare à ceux d'il y a 10-12 ans, en 2011-2012, le nombre total de licenciés n'excédait pas 17 000. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 100 000. Et donc, ça montre la marge de progression. Mais en même temps, quand on tient compte de la population scolaire et estudiantine, qui est estimée, selon les sources, à peu près à 7 millions de personnes, ça laisse, disons, ça nous indique qu'il y a effectivement du travail à faire pour qu'il y ait davantage de licenciés. Le chemin parcouru, il est assez, je dirais, impressionnant, de 17 000 à 100 000. Mais quand on regarde devant, il y a encore des marches à gravir.
Gravé. Bon, vous voyez, hein, monsieur le directeur général, monsieur Adama Doumbia, vous n'avez pas besoin de la tablette. La mémoire est très bonne, là. Voilà, allez, nous recevons donc sur le plateau de la grande team monsieur Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Oui, Joël, question. Alors, bonsoir, Président. Merci pour d'accepter notre invitation. Président, dans le passé, nous avons eu quand même des athlètes. L'OASU. Je comprends. L'OASU a permis quand même des athlètes de se révéler. Je peux parler de Kalou Bonaventure, Stéphane Konaté de l'équipe nationale de basketball. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'OASU continue de révéler des talents? Si oui, on ne voit pas beaucoup. Ou est-ce qu'il y a un déficit de communication sur les talents révélés par l'OASU? Oui, bon, on laisse l'appréciation à chacun. Mais sinon, l'OASU aujourd'hui continue de révéler des talents. Cheikh Tissé, il est passé par l'OASU. Sissé Arthur est passé par l'OASU. Talou, et j'en passe. Ce sont des talents qui aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, enfin, qui continuent de valoir des lauriers à la Côte d'Ivoire. Ce sont des athlètes qui sont passés par l'OASU. Il y en a encore que je ne pourrais pas citer ici en raison du temps qui nous est imparti. Mais le travail il continue. Les talents, ils sont détectés tous les jours. Ils nourrissent à différents échelons les équipes sportives nationales et même quelquefois hors de nos frontières. Et parlant de la visibilité, car finalement c'est de cela qu'il s'agit, il ne faut pas perdre de vue que l'OASU n'est plus seul dans l'arène. Il y a 15 ans, 20 ans, un peu plus, il y avait une chaîne de télévision, les spectacles culturels et autres activités de distraction n'étaient pas aussi développés. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les chaînes cryptées qui permettent d'avoir en direct quasiment des championnats à l'étranger et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'environnement, il est différent. Et donc, lorsque on évolue dans un environnement qui n'est pas celui de 1960-1970, il faut s'adapter. Il faut pouvoir trouver de nouveaux mécanismes, de nouvelles stratégies pour faire en sorte que ce qui est fait et qui est bien souvent bien fait soit su de tous. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis notre prise de fonction avec la petite conférence de presse que nous avons animée le jeudi dernier. Notre présence sur le plateau grâce à vos bons soins. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Et puis, nous allons poursuivre. Il y a une campagne d'affichage qui est en route sur l'étendue du territoire national avec des panneaux qui affichent bien que du 1er mars au 22 mars, sur toute l'étendue du territoire national, dans 111 départements de la Côte d'Ivoire, il y aura donc ces finales-là départementales OASU. Et puis après, il y aura les finales régionales. Et enfin, la saison va s'achever par les finales de district. D'accord. Et combien d'athlètes participeront à ces finales départementales? Je l'ai dit, ce sont à peu près 64 000 élèves. 64 000, d'accord, très bien. On note que vous êtes vice-président d'un club de basketball, l'ABC, n'est-ce pas? Mais on vous reçoit ce soir en qualité de directeur général de l'OASU. Oui, j'avais compris. Très bien. Donc, j'avais compris. Donc, monsieur le directeur général de l'OASU, voilà, vous êtes présent sur ce plateau avec vous, bien sûr. On parle de cette structure. Oui, Roger Stéphane, allez-y. C'est-à-dire que vous qui côtoyez les enfants au quotidien dans le cadre de vos activités, est-ce que vous avez constaté qu'il y a de l'envie chez nos jeunes gens de pratiquer le sport? Oui, il y a de l'envie. Clairement, il y a de l'envie. Il n'y a qu'à aller voir au cross, qui marque le début de chaque saison de l'OASU. Les enfants, ils en veulent. Ils veulent participer, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. Ils veulent rivaliser avec leurs amis venant d'autres établissements et ainsi de suite. Pour nous, il n'y a pas de doute. Chez les enfants, la volonté est là. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments tout à l'heure qui pourraient expliquer qu'il n'y a plus un grand engouement autour de l'OASU, mais à contrario, on est devenu plus nombreux maintenant. Oui. Est-ce que ça aussi, ça n'aurait pas pu être un facteur d'émulation qui aurait pu amener les gens à rendre notre OASU ce qu'il était par le passé? Oui, c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire, mes prédécesseurs et moi-même. C'est une œuvre commune. Chacun vient, joue sa partition, il part. Ce potentiel-là que représente la population scolaire et universitaire, effectivement, est à mettre à profit pour
densifier, accélérer les actions en milieu scolaire pour que l'OASU redevienne... Ah oui, c'est ce que l'on attend. Hein. C'est notre souhait à nous également. Mais en même temps, la volonté des enfants, la détermination du ministère en charge des sports et de ses partenaires ne suffisent pas. Il faut une véritable mobilisation de toute la société autour du sport à l'école. Le sport à l'école est un élément important pour la construction de l'homme de demain, hein, qu'est l'enfant d'aujourd'hui. La pratique du sport à l'école est un facteur de socialisation assez important. On n'a plus besoin de faire des démonstrations sur les valeurs du sport en matière de socialisation et d'insertion socio-professionnelle. Ils sont légion, vous avez cité quelques-uns, ceux qui ont pu se faire une place au soleil, grâce au sport. À travers les compétitions de l'OASU, ils ont pu se faire détecter, ils ont pu aller à l'étranger. Je voudrais juste rappeler qu'à l'OASU également, donc dans le milieu scolaire et universitaire, il y a des compétitions internationales. Cette année, nous avons à peu près 3 compétitions internationales où les meilleurs élèves et étudiants qui participent à l'OASU feront l'objet donc de suivi, de détection et de préparation afin de représenter dignement la Côte d'Ivoire à ces compétitions-là. Vous avez la CAN de foot scolaire, vous avez également les 33e Universiades, donc ce sont des Jeux mondiaux universitaires qui vont se dérouler au mois de juillet en Allemagne. Et donc pendant toute cette saison-là, un collège d'experts provenant de l'INGS, j'ai parlé du Centre national des sports de haut niveau, mais aussi provenant de fédérations sportives nationales avec qui nous avons des contacts réguliers, seront là pour observer ces jeux-là et constituer nos équipes nationales par discipline pour représenter la Côte d'Ivoire à ces compétitions-là. Et donc, c'est également un des enjeux de cette saison sportive. C'est le lieu d'appeler toutes les parties, enseignants, athlètes et même les chefs d'établissement qui sont, je veux dire, ceux-là qui engagent l'établissement aux compétitions de l'OASU, à se mobiliser, à prendre conscience de cette situation-là et à faire en sorte que des compétitions de l'OASU sortent de véritables talents pour représenter la Côte d'Ivoire aux compétitions internationales scolaires et universitaires. Très bien, merci Monsieur le Directeur. Oui, je voulais poser un cas pratique. Hein. J'ai causé avec quelqu'un, un jeune, je lui ai posé la question, est-ce que dans votre école, vous pratiquez le sport? Il m'a dit non, parce qu'on n'a pas le temps, l'emploi du temps est surchargé, mais quand même on nous demande de venir jouer des compétitions de l'OASU. Donc je pense que ça pose un problème. Et ça fait qu'aujourd'hui, les équipes les joueurs n'ont pas le temps de s'entraîner avant d'aller participer aux compétitions. Donc, naturellement, on ne peut pas produire de bonnes performances. Donc, je crois que, monsieur le directeur, pensez à cela. Permettez aux établissements d'avoir un programme particulier pour la pratique du sport. Et donc, je pense qu'à partir de cela, on pourra vraiment élever le niveau des compétitions de l'OASU. D'accord. Donc, ce n'est pas une question massive. Non, c'est bien pris. Hein, c'est ce qu'il m'apprête à dire. C'est bien pris. Je voulais juste rajouter, si vous permettez, que c'est réel ce qu'il dit. Hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme officiel scolaire et même universitaire, il y a des plages horaires consacrées à l'EPS, mais il y a également des plages horaires consacrées à la pratique du sport, parce que c'est différent. L'EPS étant une matière d'enseignement, comme le français, le mathématique, et ainsi de suite. Et le sport est une activité avec ses règles, et ainsi de suite. Et logiquement, dans le programme officiel, si je m'en tiens à un des décrets de 98-332, qui régit l'enseignement de l'EPS et la pratique du sport dans les différents ordres d'enseignement, il est également prévu ce qu'on appelle les CAS et les CES. Les CAS étant les centres d'animation sportive dans les établissements et les CES étant les centres d'entraînement sportif dans les établissements. Ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai fait mon lycée au lycée classique à Abidjan. On finissait les cours à 17h, de 17 à 18h. On allait, chacun dans la discipline de son choix, pris en charge par les enseignants, soit pour être initié à une technique sportive donnée, soit pour se perfectionner dans une pratique sportive donnée. Et c'est de là que sortaient les équipes de l'OASU. Et donc, ce sont des choses qui existaient avant, qui méritent d'être révisitées
de concert avec l'ensemble de la communauté éducative pour que les enfants bénéficient véritablement de ces cadres-là qui sont mis en place par la législation, par la réglementation qui régit l'école, afin qu'ils puissent exprimer leur potentiel. Très bien. Monsieur le directeur, alors un dernier mot, et puis si vous avez un appel justement à lancer, vous avez commencé tout à l'heure déjà avec un appel, donc on vous écoute. Ben, pour nous, effectivement, nous lançons un appel à l'ensemble de la communauté éducative, élèves, enseignants, encadreurs, personnels d'encadrement, chefs d'établissement, directeurs régionaux, et ainsi de suite, à la mobilisation autour du sport à l'école. On a tous constaté que quand le sport est parti de l'école, la violence a fait son entrée. Et l'école peut aider, n'est-ce pas, à mieux socialiser ces enfants-là, à lutter contre certains fléaux, la consommation de stupéfiants, la violence verbale et physique, et j'en passe. Un appel également aux parents d'élèves, pour qu'ils puissent comprendre que encadrer la pratique sportive chez son enfant, c'est l'aider non seulement à être performant en classe, mais également à s'ouvrir des opportunités d'insertion dans le milieu professionnel. Appel à la société civile, aux organisations qui luttent pour le bien-être des enfants, qui luttent pour l'avènement, pour la promotion des valeurs d'intégrité et d'éthique, à cette société civile-là, de se joindre à nous et faire en sorte que le message de la pratique du sport puisse passer véritablement dans les lycées, collèges et universités. Appel également appel à tout le monde. Je vais dire à tout le monde, mais je vais dire, mettre un point sur les entreprises qui devraient pouvoir également se mobiliser autour de l'école. Le sport, ça coûte cher. L'État, à lui tout seul, ne pourra jamais faire face aux besoins que nécessite le sport à l'école. Donc, que ce soit dans leur fonction RSE ou pour créer, augmenter le capital sympathie et quelquefois développer des actions commerciales, il est important que ces entreprises-là puissent se joindre à nous pour que l'OASU redevienne ce qu'il était avant. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'est moi qui vous remercie. Sur notre plateau. Allez, on marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales. C'est le football. 2 en déplacement, 1 à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est pas ça. Mais je pense une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Nous sommes jeudi soir et du coup, nous avons les cartons de la semaine. Allez, on y va, carton de la semaine. Les cartons de la semaine, chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Donc vous avez le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement et le carton rouge sanction. Roger Stéphane, on vous écoute. Oui, carton vert à la famille Keita du côté de Gagnoa.
C'est une famille de sport et de football. Vous avez Makan Keita, le père, qui a été l'un des grands dirigeants du Sporting Club de Gagnoua, qui a longtemps été secrétaire général de ce club et qui a été l'un des illustres dirigeants de ce club. Je l'ai connu à une époque de mon histoire, notamment dans le cadre de mes études. Je suis allé le rencontrer à Gagnoua pour me faire l'historique du football ivoirien quand je préparais mon mémoire de fin de cycle, le grand Makan Keita. Il y a Fadel et Kader, ces deux fils, qui organisent un tournoi en hommage à leur père décédé il y a 20 ans, 21 juin 2005. La première édition a eu lieu à Gagnoua il y a 3 ans. La deuxième édition a eu lieu ce mois de février à Yopougon. Et la troisième édition aura lieu l'année prochaine encore du côté de Gagnoua. Donc merci à Makan Keita et à ses fils. L'un a été un très grand, mais vraiment très grand dirigeant de l'histoire du football ivoirien. Et puis ses deux fils, Kader et Fadel, qui ont fait les beaux jours du Sporting Club de Gagnoua, qui ont fait les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan et qui ont fait les beaux jours des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc merci pour ce bel hommage qu'ils rendent à leur père, Makan Keita, qui restera dans les mémoires du côté de Gagnoua et qui restera dans les mémoires de l'annale du football ivoirien pour avoir été un formidable dirigeant. Bravo à ces garçons, carton vert, et poursuivez ce bel hommage-là à votre père Makan Keita. Très bien. Oui, votre carton. Carton vert à Soro Ismaïla, voilà, un jeune Ivoirien qui évolue dans le championnat israélien. Il est milieu défensif très très bon. Il est passé par le Celtic Glasgow, il est passé par Arouca du côté du Portugal. Aujourd'hui, il évolue avec l'équipe de Beta Jérusalem. Son club est 4e dans le championnat israélien. Et sur ces dernières saisons, quand même, c'est une moyenne de 6,8 sur 10 par match ou par saison. C'est assez long. Et il fait une très 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 belle saison. Alors, en 24 matchs cette saison, il a été titulaire 20 fois et il est un apport essentiel pour son équipe. Alors d'ailleurs, sur ces 6 derniers matchs, à chaque fois qu'il a disputé les 90 matchs, son équipe n'a pas perdu. Son équipe a perdu lors de l'avant-dernière journée par rapport à l'émission que nous faisons aujourd'hui. Il a joué 46 minutes, son équipe a perdu 3-2. Mais comme je le disais, à chaque fois qu'il a été présent, son équipe quand même s'est très très bien comportée. C'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment des Ivoiriens qui évoluent dans ce genre de championnat. Je peux même parler des Gagons parfaits et de certains joueurs qui sont dans cette partie. Mais je voulais quand même faire une lucane sur Soro Ismaïla, bon milieu défensif. Devant la défense, il est très très bon. Et en cette période où quand même il y a beaucoup de blessés, je pense que ça peut être aussi une piste pour le sélectionneur Emes Faye. Voilà, et le carton de Martial Gorou. Marie-Christine, oui. Nous infligeons un carton rouge à Jamie Carragher, l'ancien sociétaire de Liverpool. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que lors d'une sortie qu'il a faite, et très médiatisée, ce dernier a dit que Mohamed Salah avait des chances minimes de gagner le prochain Ballon d'Or. Et pourquoi? Selon lui, Mohamed Salah a de petites chances de remporter le Ballon d'Or parce que, selon lui, je le cite, je pense que le problème, c'est le fait qu'il joue pour l'Égypte. C'est d'abord un problème de nationalité et qu'il ne joue probablement pas un tournoi majeur. Autrement dit, selon Jamie Carragher, la CAN est inférieure à l'Euro ou à la Copa América. Et que le fait que Mohamed Salah joue cette compétition qui est la CAN, cela était un handicap pour l'ailier de Liverpool. Donc je pense qu'ici, sa sortie, son analyse n'est pas une maladresse. Loin de là, c'est plutôt une analyse teintée de racisme. Oui, ça je l'ai dit. Et je l'assume. Monsieur Jamie Carragher est un raciste. Oui, parce que pour lui, le fait de jouer la CAN, ce n'est pas une compétition aussi importante. Et pourtant, Marie-Christine, des joueurs, des talents africains, comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Didier Okocha, Wea, Mané, ont dominé les grandes ligues de football. C'est pour dire que la qualité, le talent ne dépend pas de la couleur ou bien de l'origine d'une compétition. Exactement. Parce qu'une CAN, pour moi, est au même niveau qu'un héros. Donc voilà ce que je voulais dire. Très bien. Donc carton rouge
N'est-ce pas, Oui, Martial? bien sûr. Oui. Carton rouge à Jamie Carragher. Voilà, carton rouge donc à Jamie. Et puis, nous avons été rejoints par coach Kouadio Georges. Bonsoir. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Très bien. La toute colombe. Merci beaucoup, coach. Voilà, coach, avec vous, oui, on découvre maintenant votre carton. Mon carton, il est vert. Vert, oui. Et je l'attribue au Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan, cette année, me surprend agréablement. Parce que, voilà une équipe, ça fait près de 50 ans que cette équipe a quitté l'Afrique. Et elle rejoint l'Afrique sans faire assez de bons résultats, mais quand même, après avoir recruté un certain nombre de joueurs, dont Assalé, Cheikh Moukoro, Mansour, Essis Baudelaire, Bamba, Drissa et autres, a pu avoir une ossature qui s'impose actuellement dans le championnat national Ligue 1. Et ça, c'est très important pour une équipe qui avait deux objectifs, l'Afrique et le championnat local. Mais si cette équipe n'a pas pu dominer l'Afrique, au moins elle a pu se contenter de ce championnat et cette équipe est en tête avec 42 points. Donc il faut féliciter l'organisation qui s'est mise autour de cette équipe, le président Sidibé et son équipe, Théi Joël qui est venu les rejoindre, ensuite toute l'organisation qui s'est mise en place avec l'ASPOUT, tout ça. Oui. Je dis que le stade fait un très bon boulot et il est important de mettre le doigt là-dessus et les encourager à pouvoir faire mieux que cela. Voilà, et vous donnez donc un carton vert au stade d'Abidjan. De la part de coach Kouadio Georges. Voilà, les cartons de la semaine, c'est terminé. On va passer à l'actu. Il est maintenant temps de l'actu. On y va. Et on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Les attentes sont grandes autour de la sélection nationale des U20. Absente des compétitions internationales majeures depuis 10 ans, avec la nomination de Younes Zerdouk comme sélectionneur, on espère du changement. Ce sujet préparé par la rédaction présente bien sûr les enjeux liés aux éléphantaux U20. On regarde. La sélection ivoirienne des U20 est bien heureuse. Elle a été éliminée de la CAN 2025 au terme du tournoi qualificatif de l'UFOAB disputé au Togo du 17 au 30 octobre 2024. Puis, de façon inespérée, elle a été repêchée quand, au cours de sa réunion tenue à Marrakech, le 16 décembre 2024, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a désigné la Côte d'Ivoire comme pays organisateur de la compétition. Celle-ci est programmée du 26 avril au 18 mai prochain. L'occasion est bien belle pour la sélection ivoirienne qui n'a plus participé à ce tournoi depuis 2015. Ce d'autant plus que les demi-finalistes obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde des U20 prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Mesurant l'enjeu de cette autre opportunité à domicile, après la mémorable CAN 2023, la FIF a choisi de faire appel à une expertise étrangère. Ainsi, le national Dao Lansina a été remplacé par le technicien français Younes Zerdouk, ex-sélectionneur des Comores. Nommé en janvier, celui-ci s'est aussitôt mis à la tâche. Il a publié le 1er février sa première liste de 27 joueurs convoqués pour un stage externe du 3 au 6 février à Bingerville. Un second regroupement s'est tenu du 10 au 13 février. Si ces deux premiers stages ont été ponctués par des rencontres amicales avec des clubs locaux, le troisième, qui se déroule depuis le début de la semaine, a débouché sur un match amical international face aux Flying Eagles du Nigeria. Pour cette partie, disputée à huis clos hier au stade Félix Houphouët-Boigny, les Éléphantaux se sont inclinés 0-2. Un second test est prévu ce vendredi 28 février contre le même adversaire, toujours au Félicia. Les clignotants sont donc loin d'être ouverts pour la sélection nationale des U20. Une réaction est attendue pour ce second acte face au Nigeria.
Le nouveau sélectionneur, Younes Zerdouk, est appelé non seulement à faire évoluer l'effectif pour retenir les meilleurs joueurs ivoiriens de la catégorie, mais aussi imprimer un style de jeu à la fois plaisant et efficace. Les attentes sont grandes après 10 ans d'absence au haut niveau. L'objectif d'une participation à la Coupe du Monde requiert de la part du technicien français et de son staff du courage managérial et une meilleure maîtrise du potentiel local. Avec Younes Zerdouk, on espère du changement. C'est loin d'être le cas pour le moment. Alors, la question LGT est donc posée, les Fantos U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Et avant de vous entendre, hein, messieurs, nous avons déjà un appelant. Il s'agit de M. Kofi Mathieu de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. M. Kofi Mathieu. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ouais, merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk et les Fantos U20? Bon, pour cette campagne qui arrive là, comme on a été repêché, je crois qu'il doit tout faire pour qu'on ait un rang honorable, même si on n'a pas pu prendre. Je dis bien même si. Par exemple, mon souhait, c'est qu'on prenne la canne là, mais si on n'a pas pu, il faut qu'on soit au moins 2e ou 3e. Maintenant, après la campagne, il ne faudrait pas qu'on attende à l'orée d'une autre campagne pour faire un regroupement. Il faut que cette fois-ci qu'il a été recruté, il est au pays, il faut que par moment, même si ce ne sont pas des fenêtres FIFA, il faut que par moment, il fasse des regroupements avec l'équipe locale et avec pointillés par des matchs amicaux pour qu'il y ait une équipe sur place. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme avant où c'est à l'orée de chaque compétition qu'on va regrouper quelques joueurs. Quand la compétition n'a pas marché, en général, c'est comme ça se termine. On est éliminé, les joueurs s'en vont, on n'en entend plus parler jusqu'à ce qu'il y ait une autre compétition. Que ça là, ça s'arrête, que cette fois-ci, on ait une équipe locale, il reste là pour former une équipe locale, et à l'orée d'une compétition, même si on va joindre quelques professionnels, là, on sait que déjà sur place, il y a une mayonnaise qui est là, et les autres vont se mettre à côté pour que nos compétitions soient meilleures. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci pour votre participation à l'émission. Puis, j'ai mes cartons ici. Je donne un carton jaune. Un carton jaune. À Coach Kadio Georges pour t'avoir dit des mots. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Carton jaune à vous aussi. Voilà. Allez. Coach Kadio Georges, oui, un carton vert pour vous, par contre. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà. Vraiment, je suis acculé. Voilà. Et puis, les Fantos U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Ben, je pense que ce qui doit changer, c'est que le coach a des objectifs assignés par la fédération qu'il doit atteindre. Aussi, il faut qu'il ait tous les meilleurs éléments de sa catégorie, qu'on doit lui faire en sorte qu'il ait tous ces éléments pour aller compétir. Et comme il a des qualités en tant que bon manager, avec les collègues qui sont autour de lui, je pense qu'il pourra faire de très bons résultats. Mais il faut qu'il ait à disposition tous les joueurs, tous les bons joueurs de sa catégorie, qu'ils soient nationaux comme à l'extérieur du pays. Donc, à partir de là, nous saurons que le coach pourra nous apporter ce don pour lequel il est là. Mais s'il n'a pas les meilleurs éléments, je pense que ça va être difficile. D'accord, très Parce bien. que voilà une équipe qui n'a pas été qualifiée et qu'il doit faire des efforts pour qu'on rentre dans le top 4. Et ça, ce n'est pas évident. Il faut lui donner tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse arriver dans le top 4. Très bien. Et les Fantos U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Aussi sur la page Facebook de la 3, nous avons Adou Guy qui nous dit qu'il doit penser à faire appel aux jeunes qui jouent à l'extérieur du pays. D'accord. Martial Gourou, oui, bon, ok. Marie-Christine, pour les besoins de l'émission, nous avons quand même cherché ici et là quelques informations pour les apporter à nos téléspectateurs. Oui. Zerdouk, pour ce qui ressort, était technicien exigeant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dès sa nomination, avant qu'il ne prenne contact avec son groupe le lundi 3 février dernier,
il a visionné tous les matchs de la Côte d'Ivoire au tournoi de Toulon. Il a également visionné toutes les rencontres de l'équipe de Côte d'Ivoire au niveau de U20 lors du tournoi qualificatif de l'UEFA B qui a eu lieu au Togo. Et c'est lors de ce tournoi-là que la Côte d'Ivoire n'a pas pu avoir sa qualification pour cette CAN qui a lieu. Mais bon, Dieu merci, quand la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur a été repêchée. Oui. Et donc, M. Younes Zerdouk, lui aussi, il échange beaucoup avec ses joueurs. Ah oui, c'est les informations que nous avons eues. Individuellement surtout et collectivement. Ces séances d'entraînement commencent à 9h, mais dès 6h, 7h, il est déjà sur le lieu. Et puis, chaque joueur qui arrive, il s'assoit avec lui, il discute. Il parle. Il essaie de lui transmettre sa vision, son ambition, son envie à chaque joueur. Donc, voilà pour moi quelques éléments qui montrent que ce technicien en veut. Et puis, il est vraiment présent à tous les niveaux, même au niveau de l'intendance. Le choix des maillots, il s'est impliqué personnellement. Il s'est rendu au magasin de la sélection de Côte d'Ivoire, de toutes les sélections de Côte d'Ivoire, pour dire voilà ce qu'il me faut comme équipement, voilà ce qu'il me faut. Donc je crois que pour ce qu'on entend, pour ce qu'on voit, je crois qu'il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, d'accord, très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Carton rouge à... Carton rouge. Mais pourquoi après le jaune? Carton rouge. Pourquoi il dit ma colombe? Il y a Coco Chkwadjo jaune. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. Carton jaune pour vous. Voilà, on vous écoute. Bon, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Le nouveau sélectionneur, franchement dit, il est le bienvenu. Parce que les U20 étaient morts. Dieu les a ressuscités. C'est encore un très bon signe. Donc, à lui maintenant de trouver des grenades de la surface de réparation, des buteurs patentés pour l'équipe, et puis des milieux tournants, des toupies, comme Greg Lissois à l'époque. Donc, franchement dit, avec cette chance que Dieu leur donne là, le sélectionneur, il doit montrer la détermination aux enfants, la concentration, pour dire que c'est important. Quand Dieu te ressuscite, tu dois maintenant montrer à Dieu que vraiment c'est un grand ouf de sommeil, un grand merci à Dieu. Donc moi je dis qu'ils ont la chance de faire quelque chose par la compétition des pannes. Donc je dis, je souhaite de bonne chance, bon vent et au coach d'être vraiment serein et vraiment rigoureux et ça va aller. Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, bonne nuit et doux rêve. Bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Éléphanto U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Oui. Écoutez, ce que moi j'attends de Younes Zerdouk, le sélectionneur de U20, c'est d'abord de mettre sur pied une formidable équipe, une sélection de U-jeunes qui va aller évidemment gagner des tournois. Ça tient compte d'une très bonne sélection, en s'appuyant sur des joueurs qui le méritent, qui ont de la qualité, et évidemment sur une très bonne préparation. Ce que j'attends de lui, c'est d'être présent à des grands rendez-vous sportifs de leur catégorie. La CAN et la Coupe du Monde. Pour la CAN, on l'organise, on a été éliminé, on a été repêché. C'est une très bonne chose. Et l'objectif de cette CAN, c'est d'être parmi les 4 qualifiés de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au mois de septembre prochain du côté du Chili, si mon information est bonne. Donc, il faut aller à cette compétition. Ce que j'attends de lui, c'est de renouer avec les grands succès du passé. Parce que si ma mémoire est bonne, en 1983, on a disputé la Coupe du Monde des juniors avec Lucien Kassikwa-Yo, à son âme, et autres Kiki Aimé, si ma mémoire est bonne. En 2013, on a gagné la CAN des cadets avec la génération de Franck Kessié, 2013. Et puis en 2019, avec son adjoint qui est là en ce moment, on a été vice-champion d'Afrique des U23, je crois, du côté de l'Égypte. Très bonne chose, pour ce que je sais. Donc, ce qu'on attend de ce sélectionneur, c'est ça, de redonner à notre pays la place qui est le sien dans le quota des équipes de sa catégorie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à s'imposer depuis de nombreuses années comme l'une des meilleures sélections au niveau des A. Mais ce qui n'est pas le cas pour les autres disciplines et pour les autres catégories. Dès cet instant, son arrivée était un élément encourageant. Vu ses premiers pas, on parlera tout à l'heure de sa préparation. Exactement. Vu ses premiers pas, donc évidemment qu'il porte tout ça
qu'il capitalise tout ça pour nous bâtir une vraie équipe, une vraie sélection des U20. Et la CAN qui arrive, qui heureusement est organisée chez nous, sera un espace intéressant pour mettre en valeur ses compétences et ses qualités. C'est vraiment tout le mal que je peux lui souhaiter. C'est vrai que par le passé, on n'avait pas un championnat régulier au niveau des U20. C'est en train de se faire. Donc, il y a un vivier sur lequel il peut s'appuyer. Il y a une fédération qui a dégagé les moyens, qui est en train de mettre sur pied autant de sélections des différentes catégories. Donc, il y a un élan qui est né. On espère que Younes va s'engouffrer dans cet élan-là et nous bâtir une vraie sélection des U20. Il y a le talent, il y a le potentiel, il y a le vivier, il y a tout. C'est à lui de se mettre au travail et de continuer ce qu'il a commencé pour nous bâtir une vraie sélection des U20. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk, le sélectionneur des U20? Oui. Beaucoup de choses, mais déjà, il faut se rendre à l'évidence, hein, de tous les cadres techniques nommés récemment, c'est celui qui n'a pas eu assez de temps pour pouvoir préparer son équipe pour l'échéance qui arrive très tôt, hein, en ce qui concerne la CAN des U20, parce que dès sa nomination, déjà en avril, on sera parti pour cette compétition-là. Donc, il n'a pas eu suffisamment de temps, contrairement à Reynald Pedros, et je ne parlerai pas du directeur technique qui, lui, a beaucoup de temps quand même pour mettre en place sa stratégie. C'est le seul, pour l'instant, qui a cette pression-là de pouvoir faire évoluer rapidement son équipe. On rappelle que son équipe, d'ailleurs, s'est fait éliminer du côté du Togo. On a fini 3e derrière le Ghana et le Niger. Donc, en position avec la place de pays organisateur, on a eu cette chance de pouvoir participer à la compétition. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle de viser l'une des 4 places qualificatif pour le mondial, mais est-ce que dans la réalité c'est possible? Parce que déjà, n'ayant pas obtenu la qualification, il y a des équipes qui sont plus armées que nous. Là, il faut être réaliste et souvent et le dire. Maintenant, on lui demande de qualifier la Côte d'Ivoire. Il y aura le public d'abord pour l'accompagner, mais est-ce que ça sera évident? Alors, s'il arrive à nous qualifier pour le mondial, d'ailleurs, il faut rappeler qu'on n'a pas joué le mondial de la catégorie depuis 2003, donc ça sera un véritable exploit pour lui, hein, qui vient d'arriver surtout, qui réussit à nous qualifier. Mais ce que tout le monde demande aujourd'hui, c'est la qualification pour ce mondial-là. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il vient d'arriver et qu'il n'a pas eu suffisamment de temps quand même pour pouvoir préparer son équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent, hein. Ça, on ne le nie pas. Et n'oublions pas aussi que dans cette période, ça sera pas une période, pour cette CAN, ça ne sera pas une période FIFA pour libérer les professionnels. Donc, il faut tenir compte de tout cela et voir ce que l'entraîneur peut apporter de nouveau. Mais pour l'instant, moi, il ne serait pas super exigeant en ce qui concerne Younes Zerdouk. On lui souhaite beaucoup de chance, mais il ne serait pas beaucoup exigeant. Parce que, bon, voilà. Parce que la réalité, elle est là. Elle est là. D'accord. Nous avons un appelant, M. Lablesse. Il nous appelle de Tabou. Bonsoir, M. Lablesse. Bonsoir, Marie. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk, le nouveau sélectionneur des Éléphantaux U20? D'abord, je ne suis même pas d'accord pour ce sélectionneur-là, d'abord. Pour moi, d'abord, il faut d'abord penser aux Ivoiriens comme d'habitude. Les entraîneurs Ivoiriens sont très, très forts aujourd'hui. On va prendre des spatules et puis trouver ça comme une excuse. Donc, il doit tout faire pour que nous passions au mondial. C'est tout ce qu'il doit faire. D'accord. C'est ce que vous attendez. On doit parmi les 4 qualifiés et aller au mondial. D'accord. OK. C'est bien noté, M. Lablesse. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Il nous appelait donc de Tabou. Et puis, le staff, justement, du sélectionneur, est-ce que le staff vous convient? Coach Kouadjou-Georges? Oui, le staff convient quand on voit un garçon comme Begré Yago, quand même, qui a une grosse expérience, qui a connu l'équipe nationale plusieurs fois et qui a quand même fait, qui a joué à l'étranger, qui est revenu, qui est un bon technicien pour moi. Et c'est un bon local qui peut accompagner Younes dans son travail. Et puis, il y a quand même Karim, le préparateur des gardiens de but, qui est un ex-international, fraîchement même, qui vient d'arrêter de jouer. Donc, je pense que nous avons quand même l'encadrement qu'il faut sur le plan technique de pouvoir l'accompagner. C'est des garçons qui sont intègres, qui sont corrects. Donc, pour moi, ils peuvent l'aider à pouvoir réussir leur mission. Marcel Goro, oui, moi, je pense que oui, c'est un bon staff. Je vais me limiter seulement à l'entraîneur principal et à son adjoint. Et l'entraîneur principal, qui est franco-algérien, c'est une expertise étrangère. Maintenant, pour ce qui concerne Eugène Begré Yago, qui a été ancien footballeur ivoirien,
et qui connaît le football local, qui est aussi également technicien, qui a côtoyé l'équipe locale des Côte d'Ivoire et l'équipe U23 des Côte d'Ivoire. Je crois que les deux réunis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Zerdouk a commencé par la formation des jeunes. Il a fait le football des jeunes. Ouais. Ensuite, il est venu au football d'élite. Et maintenant, il est arrivé au niveau des sélections avec les Comores, avec l'équipe A, et aujourd'hui, il se retrouve avec une équipe U20 de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tous ces ingrédients sont assez importants pour qu'il puisse réussir sa mission. Donc, satisfait par le staff. Oui, non, moi, j'ai aucun problème avec le staff. Le président de la fédération, Idriss Diallo, a longuement présenté Younes Zerdouk. Ils se sont tous présentés dans des vidéos. Ils ont un parcours fort intéressant. Des formateurs, des entraîneurs. Ils ont côtoyé l'élite. Là, maintenant, il occupe une équipe de jeunes. Je n'ai aucun problème avec lui. Il a été recruté. Je crois qu'il y a eu appel à candidature. Il a candidaté, il a été recruté. Il a séduit. Il a une mission. On va regarder. Maintenant, Begré Yago. Begré Yago, c'est peut-être l'un des meilleurs techniciens qu'on a au plan local. Je parlais de 2019 avec le U23. Begré Yago était l'entraîneur adjoint qui a été vice-champion d'Afrique de U23 d'un côté de l'Égypte en 2019. Donc, il connaît bien le football local. Il a joué à l'Africa. Il maîtrise parfaitement le football local. J'ai aucun problème avec lui. Vous avez Sissé Abdoul Karim, récemment portier des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a fait les beaux jours de la SECNO. Lui aussi, c'est un féru connaisseur du football local. Donc, les deux garçons, je n'ai aucun problème. Je pense qu'on a joué également Mété, c'est bien ça, Mété. Aboulaye, si je ne me trompe pas. Voilà, manager. Mété, on connaît sa carrière. L'Olympique de Marseille, éléphant de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, il était dans le groupe qui était autour des éléphants qui gagnent la CAN. Il a cette expérience-là qui va mener avec les U20. Je pense que l'un dans l'autre, Younes est bien entouré. Il est bien encadré. Maintenant, après, il faut que chacun travaille en mettant en jeu en place toute sa compétence, avec toute la rigueur qu'on leur connaît. Je pense que s'ils réussissent à unir et à bien s'associer, ils peuvent faire de très bons choses avec cette équipe. Je n'ai aucun problème avec le staff. À mon avis, le staff de cette équipe de U20 est un très bon staff. D'accord. Oui, Henri Joël. Oui, ils ont presque tout dit. Je vais revenir quand même sur Méïté Aboulaye, qui est autour de cette équipe, qui encadre ces jeunes amants. J'ai eu quand même à le rencontrer lors d'un entraînement de cette équipe, de cette même catégorie, du côté de terrain des installations plutôt d'Ivoire Academy. Et il est super rigoureux autour de cette équipe. Tout le monde ne peut pas s'approcher de ces gamins. Et bon, je pense que là, il fait un bon travail parce qu'aujourd'hui, la difficulté se trouve à ce niveau-là. Les jeunes, quand ils sont sélectionnés, souvent se laissent aller, permettre, ils s'oublient un tant soit peu. Mais je pense qu'avec Méïté Aboulaye autour de ces jeunes-là, quand même, il aura de la discipline, il aura de la rigueur. Et moi, c'est ce qui me rassure. Begré Yago, il n'est plus à présenter. D'ailleurs, il conduit l'équipe au niveau des moins de 23 ans. Mais on n'oublie pas aussi qu'ils sont partis avec les Olympiques. Ils sont partis avec les Olympiques où, nous étions, je dirais, ces erreurs de dernière minute, on aurait franchi quand même beaucoup d'étapes pour arriver quand même en finale. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien et le football local et le football à l'international. Maintenant, Younes Zerdouk, elle est venue aussi avec un staff. C'est vrai qu'on ne les connaît pas suffisamment, mais quand même, lui, on lui fait confiance. Parce que si la fédération lui fait confiance, c'est que derrière, il y a cette confiance-là aussi qui peut être de mise pour ceux avec qui il est arrivé pour entraîner cette équipe des U20 au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est au résultat qu'on va véritablement les juger. C'est au résultat qu'on va véritablement les juger. Pour l'instant, on ne peut faire que des analyses. Et puis maintenant, on attend les résultats pour voir ce que ça va donner réellement avec cette équipe des U20. En tout cas, vous êtes tous rassurés pour l'instant en ce qui concerne le staff de Younes Zerdouk. Nous avons un appelant, M. Fofana. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et merci bien à vous. Oui, et puis on vous écoute. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk et les Fantos U20? Avant d'aborder le sujet, oui, j'aimerais saluer d'abord la présence de mon papa Aquadijon, mon père spirituel, et saluer tout le reste des intervenants sur le plateau. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais être clair. Moi, je dis au jour d'aujourd'hui, là, aller chercher un expatrié pour venir entraîner l'équipe des jeunes, moi, je suis carrément contre. Moi, je suis carrément contre parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs au niveau national qui peuvent jouer ce rôle. Si, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire la promotion des entraîneurs locaux, c'est que ce n'est pas la peine. Ça sert à quoi? Ils ont tous, il y a assez d'entraîneurs aujourd'hui
qui ont eu le haut niveau. Pour leur donner l'échange, on va chercher un franco-algérien. Au jour d'aujourd'hui, en ce 21e siècle, on va chercher un franco-algérien. Pourquoi? Moi, je suis contre. D'accord. Présentement, il est là, donc ce n'est pas le débat pour ce soir. Donc, qu'est-ce qui doit changer avec lui? On vous écoute, s'il vous plaît, M. Fofana. Ce qui doit changer, oui. Il a intérêt à nous envoyer ce qu'on n'a jamais reçu avec l'équipe de U20. Voilà, nous qualifier pour les compétitions internationales, nous envoyer un trophée qu'on n'a jamais reçu des U20. Voilà, sinon moi personnellement, je ne suis pas fou. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Fofana, qui nous appelait donc Dabobo. Et puis, concernant le programme, justement, le programme de préparation tel qu'il se déroule actuellement, est-ce qu'il vous convient? Non, c'est-à-dire que j'observe qu'il est à son 3e stage de préparation avec cette équipe des éléphantos du côté des U20. Le premier stage, il a tenu à le faire avec les joueurs qui ont participé au tournoi UFOAB. On avait été éliminé au tournoi, il venait d'arriver. Après avoir observé les vidéos, il a fait le premier stage avec ses garçons. Sur le deuxième stage, il a associé quelques joueurs qu'il a pu remarquer au plan local. Donc on avait groupe UFOAB plus les joueurs au plan local. Et puis, la semaine dernière, il vient de terminer son 3e stage de préparation. On a joué comme des équipes, qu'on a joué Zoma, Entente Sportive de Benjerville, Leader de Makori, des équipes qu'on a gagnées. Donc, sur sa préparation, la bonne méthode était qu'il s'est appuyé sur un vivier qui existait, qui a participé à une compétition. Ensuite, il a tenu des garçons. Il y a ajouté des joueurs qu'il a même observé sur le championnat. Donc, je trouve que c'est une méthode qui est très bien. Maintenant, dans l'élan, on est en train de disputer 2 matchs amicaux face au Nigeria, qui est une très bonne équipe dans cette catégorie. Le Nigeria, qui était dans la même poule que nous au tournoi, le UFOAB, qui nous avait battu dans la poule 3-1. On s'était qualifié. On s'était qualifié à 2 pour les demi-finales. Après, on a été éliminé par le Ghana parce qu'on va prendre 2 pour se qualifier. Donc, la préparation, à mon avis, elle se déroule très bien. Seulement, le seul bémol qu'il a, c'est qu'il hérite d'une équipe qui était qualifiée, qui était éliminée. Donc, qui n'avait pas à l'esprit la préparation. Donc, la préparation, elle est très courte, le temps est très court. L'autre élément, c'est qu'il arrive, il est nouveau. Il est tout nouveau, il est tout frais. Bon, il peut avoir des handicaps. Mais dans tous les cas, sa méthode de travail est tellement encourageante sur sa façon d'apprécier les réalités locales, sur sa façon de choisir ses garçons, parce que j'ai regardé là, les équipes, les garçons sont des meilleures équipes au plan local. Donc c'est très bien, c'est encourageant. Mais maintenant, tout ça, ce n'est que la préparation. Après, nous tous, on va observer ce que ça va donner en ce qui concerne la compétition, mais sur sa méthode de travail et la préparation effectuée, oui, il y a des espoirs, mais on attend de voir ce que ça va donner sur le tournoi final. Monsieur Dodo nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les intervenants donc, sur le plateau. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Je pense que, vu l'expérience de l'homme qui nous a été donc présenté par les uns et les autres, nous estimons à notre niveau que l'effort qui devrait être fait doit être au niveau donc des enfants à sélectionner. Voilà, je vais dire des joueurs. Voilà, il y a déjà un vivier avec ceux qui ont participé au tournoi récent, même s'il n'a pas été très concluant, mais c'est déjà bien qu'il ait ce vivier et qu'il puisse donc apporter de nouveaux éléments qu'il aura détectés, auxquels il pourra naturellement associer les internationaux. Parce qu'il ne faudra pas qu'il se contente seulement de ceux qu'il a trouvés, parce qu'on sait où ils sont arrivés, mais les renforcer serait beaucoup mieux. Et je pense que pour la qualité des personnes qui l'entourent, il peut véritablement réussir le pari de qualifier les éléphants pour la Coupe du Monde. D'accord. Merci. Merci à vous, Monsieur Dodo, qui nous appelait donc de San Pedro. Merci pour votre participation à l'émission. Justement, par rapport aux joueurs convoqués, coach Kwadjo Georges, est-ce que vous pensez que Younes Zerdouk devrait apporter du sang neuf à l'effectif? Oui, apporter du sang neuf, tout dépend de l'équipe qu'il a. Si l'équipe marche bien, quel sang neuf il faut apporter? Mais si l'équipe ne marche pas, il faut apporter du sang neuf. Donc, pour moi, il est venu, il a même fait un match, je crois, un match amical à huis clos, qui, pour moi, dans mon entendement, faire un match à ce niveau-là, à huis clos, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui veulent regarder. Il va accepter les critiques. Il fait un match
il laisse les gens aller voir, il va entendre d'autres sons qui ne sont pas les sons de son staff. Ça, pour arriver loin, il faut accepter que des critiques viennent de partout. Et à tête reposée, sérieux, prendre ce qui est pour ce que vous trouvez bon et laisser ce que vous trouvez mauvais. Mais quand on n'a pas l'occasion d'aller voir le match, comment est-ce qu'on peut apporter son ressentiment? Donc pour moi, il aurait pu accepter que les gens viennent voir et qu'il accepte les critiques. Parce que c'est un grand entraîneur, c'est normal que les gens le critiquent. Mais lui, il sait où il part, il sait ce qu'il fait. Mais entendre d'autres sons, c'est très important pour ma part. Donc voilà, c'est que moi, je n'ai pas apprécié grosso modo. Sinon, sa préparation, je ne peux pas le juger. D'accord. Par rapport au 109. Oui, non, moi, en fait, Roger l'a dit tout à l'heure, M. Zerdouk a hérité d'un groupe qui avait déjà été constitué par Daoula Sina, son prédécesseur. Donc, à ce groupe, il a parcouru tous les différents championnats. Oui, lui et son manager sportif, Mété Aboulaye, accompagné de Eugène Begriago, ils sont allés regarder chaque match des championnats. Et c'est à partir de là qu'il a ajouté de nouveaux joueurs au groupe qui existait. Et donc, c'est ce groupe-là qui s'est retrouvé hier lors du premier match amical face au Nigeria. Donc, effectivement, il a apporté du 109 au groupe qu'il a trouvé. Moi, j'ai regardé... Nous avons un appelant un instant. Monsieur Kwame Nicolas, il nous appelle de Trècheville. Bonsoir, monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Merci. Je salue tout le monde là-bas. C'est gentil. Et j'ai une préoccupation depuis longtemps. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, je pense que on doit faire le championnat des minimes, des cadets, des juniors et des seniors. Tant qu'on ne fera pas ça, tous les entraîneurs qu'on va envoyer, je pense que ça ne marchera pas. Voilà. C'est quelque chose, je voulais vous dire depuis longtemps, j'appelle, mais ça ne passe pas. Bon, aujourd'hui, c'est passé. Qu'est-ce qui doit changer, justement, avec le sélectionneur actuel? On ne peut rien changer. Il faut faire le championnat d'abord en Côte d'Ivoire. Et quand vous allez envoyer un expatrié, même ceux qui sont ici, ça va marcher. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwame Nicolas, pour votre participation à l'émission. Non, mais je crois qu'on a lancé le championnat des jeunes. Hein. Si je m'abuse, le U15, U17 et U20, je pense. On va vérifier tout ça, on va voir. Mais, voilà, mais ça doit avoir été lancé. Alors, maintenant, sur les joueurs convoqués. Alors, moi, j'ai regardé la liste des joueurs convoqués. Vous avez 4 joueurs du RCA, 3 joueurs du Stella, 3 joueurs de la FAD, 3 joueurs de la SOA, 1 du Stade Abidjan, 1 de Zoma, Yamsoukro Sol FC. Ce sont les meilleures équipes de notre championnat. Aucun joueur de la SEC Mimosa. Bon, il y a un joueur de la SEC Mimosa que j'ai pu voir, c'est Mohamed Koné. C'est un seul joueur de la SEC Mimosa. Par contre, il n'y a pas le joueur de l'Africa, pour rien un peu. Ouais, donc il y a un joueur de la SEC, c'est l'équipe, c'est le garçon Mohamed Koné. Donc, c'est les garçons qui sortent des meilleurs joueurs de notre football local. A priori, on ne devrait pas s'inquiéter, puisque ces équipes-là sont réputées pour la qualité de leur jeu. Quand on regarde le championnat, c'est le stade, c'est RCA, enfin, c'est le stade, Stella, AFAD, etc. En plus, il y a certains parmi ces équipes-là, certaines qui sont réputées pour la qualité de leur formation. Le RCA est réputé pour la qualité de sa formation. L'équipe de San Pedro est réputée également pour la qualité de sa formation. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a fait des choix qu'il faut. Mais maintenant, une sélection, on ne peut pas prendre tout le monde parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas les joueurs de Jean-Marc Guillou. Bon, le sélectionneur a fait ses choix. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de la SEC. Il y a un joueur de la SEC. La SEC, bon, on a régulièrement ce problème avec la SEC Moza de mettre Roger Ognon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais enfin bref, moi sur la sélection que j'ai vue, sur les équipes que j'ai vues et sur les quelques noms que j'ai vus, oui, il a choisi les meilleurs joueurs au plan local, dans les meilleures équipes au plan local. En fait, je voulais aller un peu dans son sens, c'est dire que quoi, Zerdouk convoque la plupart des joueurs dans cette équipe U20 de Côte d'Ivoire sont des joueurs professionnels, issus de la Ligue 1. Et puis il y a quelques joueurs de la Ligue 2. Donc c'est le haut niveau, c'est l'élite du football ivoirien. Donc c'est ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, concernant le seul joueur de la SEC, c'est Koné Mohamed Abdoul, mais pour des raisons d'indisponibilité, il n'a pas pu être là, parce que pour ce que j'ai entendu, le joueur serait allé faire un test dans une équipe à l'étranger, donc finalement, à Aston Villa. Donc finalement, aucun joueur de la SEC. Oui, de la SEC n'a pu répondre, parce qu'il allait à l'étranger pour un test à Aston Villa. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Même ce que je pense qu'on doit retenir, c'est que la catégorie, d'abord, il faut qu'il y ait des joueurs qui ont moins de 20 ans. Et quand vous prenez dans l'ensemble l'équipe de la SEC,
la plupart ne sont pas des jeunes. On prend le Stade, qui est l'autre équipe africaine, qui a été éliminée malheureusement, mais là-bas aussi, il n'y a pas de nombreux jeunes, c'est plutôt des joueurs expérimentés qui sont là. Donc, naturellement, l'entraîneur prend dans les équipes qui ont à base de formation, il a cité ces noms-là, mais des joueurs de qualité qui évoluent dans les meilleurs championnats ivoiriens. D'accord. En tout cas, Martial, vous appréciez tous les choix du nouveau sélectionneur? Non, mais bien sûr. Je pense que c'est tout à fait mérité et c'est normal. D'accord. Kalou Bonaventure a apporté le message du comité exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, aux éléphantos U20. Je vous propose donc, dans cet élément fourni par les médias de la Maison de Verre. On regarde. Comité exécutif, vous souhaitez un bon match et puis mettre les choses dans leur contexte. La chance inouïe que vous avez aujourd'hui de porter sur maillot. Je vais prendre mon exemple. En 97, je sais qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas nés. Vous n'étiez pas nés en 97. C'est la Coupe d'Afrique junior qui a fait que moi j'ai signé en Hollande. Donc c'est une chance pour vous. C'est une plateforme. Il faut que vous jouiez avec vos qualités. Ne vous mettez pas de pression. Jouez comme vous savez faire. Et puis, vous savez l'importance de ce tournoi pour la fédération. Non seulement pour vous d'abord, avant que ce soit pour la fédération, c'est pour vous, c'est pour vos familles d'abord. En tout cas, je vous souhaite un bon match pour cet après-midi, un bon match pour vendredi. On sera là vendredi pour vous soutenir. C'est à huis clos, mais bon, nous on peut venir, on va venir vous soutenir. En tout cas, bon match. Et puis déjà, mettez-vous dans la tête que le tournoi c'est demain. Ce match-là, c'est comme si le tournoi commençait. Hein? Bon match, parce que je sais qu'on peut changer son destin sur ce tournoi. Je sais que vous tous qui êtes là, vous rêvez. Votre rêve, c'est pas de terminer dans le championnat ivoirien, c'est d'aller titiller les plus hauts sommets. Mais ça commence par là. Hein. Ça commence par là. En tout cas, bon match. Commentaire donc après les propos de Kalou Bonaventure. Ah, ça rejoint un peu ce que je disais en ce qui concerne Meïté Ablé, le fait qu'il soit avec ces jeunes. D'abord, il va partager avec eux son expérience. Et là, il le fait très bien. C'est grâce à une compétition des juniors que lui, il a pu signer, par exemple, en Hollande. Et qu'est-ce qui peut permettre à un gamin de pouvoir signer un contrat professionnel dans une telle compétition? C'est de se surpasser, c'est d'être le meilleur, c'est de permettre à son équipe d'aller de l'avant. Donc, je pense que ce sont des conseils avisés de quelqu'un qui est passé par presque toutes les catégories pour arriver à faire la carrière qu'il a eue. Donc, voilà, quoi de plus normal qu'il vienne, lui, pour venir parler à ces gamins. Je pense que ça va les motiver, ça va les mettre déjà dans la compétition. Et voilà, en même temps, il y aura aussi le public ivoirien pour les accompagner. Donc, je pense que déjà, ils font très bien de permettre aux anciens de venir parler à ces jeunes-là, même si Meïté sera toujours avec ces jeunes pour leur parler. Mais déjà, le fait que les anciens, étant dans le comité exécutif, viennent pour leur parler, je pense que c'est encore bénéfique pour ces gamins-là. Voilà la composition de la poule des éléphantos à la CAN U20. Une poule assez difficile, avec la RDC, le Ghana, la Tanzanie, le Cameroun ou la Centrafrique au niveau de l'UNIFAC, parce qu'on doit désigner de qui sera qualifié entre les deux nations pour accompagner cette poule A5. Coach Georges, vous pensez que c'est aussi une poule très difficile? Oui, c'est une poule difficile parce que quand même des équipes comme le Ghana, c'est vrai que au niveau des seniors, ce n'est pas le meilleur exemple ces derniers temps, mais quand même une équipe comme le Ghana travaille pratiquement tout le temps avec des jeunes. Donc, c'est des équipes qui peuvent toujours surprendre. Et puis aujourd'hui, la Tanzanie, c'est le pays où les gens mettent de gros moyens pour la formation, pour le travail de qualité. Et donc, la RDC, c'est une grande nation qui peut toujours trouver 11 bons jeunes qui peuvent créer des difficultés à notre équipe. Donc, je pense que c'est une poule quand même un peu corsée. Un peu corsée pour nos éléphantos. Éléphantos U20, qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien.
le problème se trouve plutôt au niveau de la fédération qui, quand ils prennent un entraîneur, ne le laisse pas en fait prendre le temps de former une équipe. Donc ce que moi je vois, c'est de plutôt laisser le temps à l'entraîneur de pouvoir former une équipe. Parce que dès qu'ils prennent l'entraîneur et que l'entraîneur ne donne pas les résultats attendus, automatiquement on le remplace. Donc moi, mon avis, c'est de laisser le temps à l'entraîneur de former une équipe performante, une équipe très solide, avec des joueurs qui se connaissent mieux. Et je pense qu'avec ça, ça pourrait améliorer la performance de l'équipe. Du fait qu'ils aient des difficultés pour pouvoir se qualifier au niveau des championnats internationaux. Donc, déjà, il y a eu un changement technique au niveau de l'entraîneur. Ça, c'est déjà une chose à saluer. Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. Voilà. Il faudrait qu'il y ait peut-être un changement aussi au niveau des joueurs. Peut-être c'est un problème de compétence des joueurs ou bien soit peut-être c'est un problème d'encadrement. Mais je pense que c'est un problème, si c'est un problème d'encadrement, vu que l'entraîneur a été changé, donc ce problème-là sera réglé. Le fait est que les joueurs ont besoin d'un bon encadrement. Très bon encadrement et puis l'harmonie et puis la collaboration entre des joueurs. Il ne faut pas qu'il y ait des distances entre des joueurs. Et du côté de l'entraîneur, je pense que il doit se déplacer un peu pour aller chercher ses joueurs, pour suivre un peu les joueurs. Il ne faut pas y va s'asseoir pour dire que non, il a déjà son équipe parfaite. Non, un entraîneur, tu dois te lever pour aller chercher tes joueurs. Il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui jouent ailleurs, on ne les connaît pas. Ils sont très bons, on ne les connaît pas. Ce n'est pas le fait d'avoir joué dans les grandes équipes qui dit que non, il est fort, non, c'est pas ça. Le football même, c'est pas le physique. Bon, nos grands qui ont gagné là, ce n'est pas qu'ils étaient les meilleurs que les autres, mais l'entraîneur a travaillé sur le mental, sur l'esprit d'équipe, l'esprit de gagneur. Donc je pense qu'au niveau des U20 aussi, le nouveau entraîneur qui arrive, qui est venu, c'est sur ce sujet-là, il doit travailler beaucoup. Les joueurs sont déjà en forme, ils savent jouer au ballon. Mais c'est le mental maintenant qui manque à nos jeunes gens. Il faut les concentrer plus sur cette compétition-là, parce que beaucoup aussi sont tournés vers les grands là-bas. Leur mentalité est sur les grands là-bas. Donc je pense que le premier travail qu'ils doivent faire, c'est de renforcer le mental, c'est de leur unir dans l'esprit. Et je pense qu'à partir de ça, déjà, s'il fait des recrutements, il va dans les clubs pour faire des recrutements, je pense que ça peut aller. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir et les Fantos U20. Qu'est-ce qui doit changer avec Younes Zerdouk? La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Georges. Merci, la Colombe, d'avoir tenu ce plateau. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Merci Martial. Allez, merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. N'oubliez pas, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites du sport.